Oh, la belle grosse mémère. Alors aujourd'hui, on va essayer de dépanner, de remettre au goût du jour, de remettre un petit coup de jeune sur ce vieux poste Saba FM stéréo. Donc, je ne voulais pas montrer, mais une des premières choses que j'ai fait, c'est de changer le cordon secteur. Voilà, il était abîmé, il n'y avait pas de fiche de terre, donc je l'ai remplacé et j'ai relié la terre à la carlingue métallique. J'ai également vérifié qu'il était bien en position 220 volts et non pas en position 110 volts, sinon c'est des coups à tout faire cramer carrément. Euh, alors après, ici il y a bien un réglage 220 volts, malheureusement il n'y a pas de réglage 240 volts. À vrai dire, on est plutôt depuis 1986, on est censé avoir 230 volts, plus ou moins 10%. C'est ce que nous délivre Enedis. Concrètement, 230 plus ou moins 10%, ça peut quand même aller de 207 à 253 volts. Alors imaginez cet appareil qui est prévu pour du 220 volts, si vous êtes tout près du transfo, qu'il y a une petite surtension, que vous avez 250 volts qui arrivent, les tubes vont pas apprécier du tout cette tension trop importante. Donc concrètement, on va faire des petites modifications, je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo, pour adapter ce poste prévu pour le 220 volts à s'adapter aux 230 voire 240 volts. Donc là, je vais débrancher l'antenne qui doit être l'antenne cadre, l'antenne FM, hop, pour pouvoir faire passer le fil dedans et ouvrir le capot arrière. Donc on a bien affaire à une TSF, un ampli avec enceinte stéréo. Il y a deux haut-parleurs, médium grave, et il y a deux tweeters, enfin ou médium aigu on va dire, sur les côtés. Le commutateur il se limite à 120 ou 220 volts, donc il est bien sur 220 volts, tout va bien. Ici il y a deux tubes, c'est les deux tubes de puissance, ce sont des ECLL 800. Il y en a deux parce que gauche et droite, donc c'est les deux tubes, deux sorties, d'après ce que j'ai cru voir sur internet, peuvent délivrer un petit peu plus de 8 watts de sortie quand même, c'est pas mal. Il y a des fiches d'INHP. En gros, là, ça nous dit qu'on a les sorties gauche et droite et que là, on a une sortie au parleur supplémentaire. Ça précise pas ce que c'est exactement, comment c'est foutu, ça doit être mono, enfin bref. Dans les deux fiches DIN, on a tout d'abord à gauche une entrée phono, une entrée pick-up qui fait ou mono ou stéréo. Et puis pareil à côté, on a une prise magnétophone, que ce soit pour la lecture ou pour l'enregistrement. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de stéréo. Pour la FM, en fait, là, ce poste-là en particulier, la FM, stéréo, ça devait être une option. Là, on voit toute la partie cadre mobile avec la mécanique pour régler les fréquences du tuner. Donc là, à l'intérieur, il doit y avoir une capacité variable, en fait, un condensateur ajustable, on appelle ça. Il y a 4 vis aux 4 coins. C'est pas sous les patins, c'est à côté des patins de support du sol. Et ben, on va dévisser ça et on va pouvoir retirer le châssis et voir ce qu'il y a là-dessous. Et bien voilà, j'ai retiré les 4 vis, j'ai pu retirer le châssis, je l'ai retourné, comme ça vous vous rendez un petit peu compte de ce qui se passe en dessous. Et là c'est rigolo en fait parce qu'on est sur un appareil qui date finalement des années 60, il est de 1964, donc en vrai on est en 2021, il a 57 ans, ça fait quand même pas mal. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas encore de diode silicium, donc le pont redresseur pour passer de l'alternatif au continu, c'est un redresseur au sélénium. Ce n'est pas un tube à vide qui s'occupe du redressement alternatif vers continu, c'est donc un redresseur sélénium qui a tendance à chauffer. Là, à mon avis, il est un petit peu cuit, il chauffe pas mal, donc il faudra mieux que je le remplace par un pont de diode, je ne vais pas le remplacer par un pont au sélénium. Donc voilà, j'ai déjà regardé un petit peu sur le net des gens qui ont déjà fait une restauration de cet appareil-là, et a priori, il y a une sorte de panne un petit peu classique, hein. Ce sont les résistances carbone qui fatigue pas mal même, et certains condensateurs. Donc il y en a 4, notamment des condensateurs de 22 nanofarad. Il y a C4800, C4415, 508, 515. Donc ils vont par deux parce que il y a deux voies, c'est la stéréo. Et puis de même pour les résistances, il y en a une de 1 mégaohm qui risque de s'envoler, R333,
Et puis il y a deux résistances de 220 kΩ R428, R528 qui risquent aussi d'avoir pas mal varié. Et puis une autre dernière paire qui sont censés faire 150 kΩ, c'est R432, R532. Ce qu'on peut voir ici, ce sont les deux tubes ECLL 800 et ici c'est le CC83. Donc c'est entre ces deux zones-là qu'on va réussir à trouver nos résistances. Donc les résistances à changer d'aiguë, là, ça ressemble à celle-ci par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai retiré l'ancienne résistance. Et voilà, ça ressemble à ça, une résistance charbon aggloméré des années 60. Et puis juste à côté, on voit qu'elle est un petit peu plus fraîche. Ça, doit être une version des années 80, mais au moins elle n'a pas bougé. Donc j'ai fait une petite mesure, celle qui était censée faire 220, en fait elle faisait 260 kΩ. Elle avait un peu bougé, un peu augmenté. Et puis non, celle que je remplace, je la teste avant quand même, elle fait bien 220 ohms. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors toujours dans mes remplacements de résistance, j'ai mis un bout de temps avant de trouver R333. Je cherchais ce tube MM803, mais en fait, il n'est pas sur la carte. MM803, c'est l'œil magique. L'œil magique, c'est ça. Voilà, en fait, ça indique si on a l'accord ou pas quand on cherche une station radio. Donc c'est ce tube-là. Et au lieu de le chercher partout sur le PCB, eh bien, j'aurais mieux fait de regarder directement au cul du tube parce qu'elle est là, cette résistance. Elle est juste ici. Et alors, pour la remplacer, le plus simple, ça va être encore de retirer le culot pour y avoir accès directement. Je viens de la retirer là, si je la mesure à l'ohmmètre, eh ben j'ai rien. J'ai rien du tout. Elle est carrément coupée, elle est ouverte. Je vais la remplacer par une qui normalement fait vraiment 1 mégaohm. Voilà, 1,01. Je pense que là, niveau précision, ça devrait largement suffire. Moi, personnellement, je préfère chauffer assez fort et peu longtemps. Donc là, mon fer, il est autour de 390 degrés en fait. Donc, plus qu'à couper les queues, on appelle ça les queues de composants. Voilà, et de une. Et de deux. Le 4, 6, 8, 9. Donc c'est un support Noval. Là, il n'y a pas de broche et c'est vers là qu'il n'y a pas de broche. Donc, je viens remettre mon connecteur. Et ben après, il y aura juste à vérifier l'orientation du petit tube là. Parce que selon comment on l'oriente, on voit plus ou moins bien la fenêtre de l'œil magique en face. Donc ça, c'est bon. J'ai changé quelques résistances, condensateurs. Et sachant qu'elle fonctionnait déjà avant, le problème que j'avais principalement avant, c'est à l'extinction. Il y avait une sorte d'oscillation aiguë très bizarre et je pense que déjà ça devrait résoudre ce problème-là. Et on va voir si ça fonctionne bien en FM. Alors c'est parti, on appuie sur le bouton. Alors il faut peut-être déjà que je mette du jus. Hop, voilà, parce que là, en fait, je peux vous montrer, je passe par un variac. Quelque chose qui atténue qui baisse la tension en fait. Voilà, donc là je l'ai réglé sur 220. Alors pour l'instant je suis pas allumé, mais si je faisais l'essai, en fait, voilà, à fond, je serais plutôt à presque 240 volts. Là je suis à 236. Donc sachant que cet appareil là, il n'a pas de calibre pour 240 volts, il est que sur 220. Déjà je l'atténue un petit peu pour éviter les surprises. C'est parti. J'appuie sur le bouton. Ouh, déjà, il y a de la lumière. Ça ronronne pas. Il n'y a pas de fumée. Ça, c'est le redresseur sélénium. Il est pas... Ouais, il y a du souffle. Il n'est pas en train de partir en fumée, donc c'est plutôt bon signe. Donc là, on est bien en FM. On essaie de trouver une station. Alors, par chez moi, il n'y a pas grand-chose qui capte à l'intérieur. D'aimer sa maison. Et en ce moment, profitez des offres coup de cœur. Eh ben ça fonctionne. Alors, les autres gammes. Ah, les autres gammes. On peut essayer de monter le volume, mais. Il n'y a pas grand chose. Alors, par contre, si je reviens sur la FM, que je cherche une station. Le journal.
Voilà. Donc voilà, là j'ai bien la radio, c'est les infos. Si j'appuie sur le bouton stéréo là, eh ben il se passe rien. Alors c'est normal en fait, il n'y a pas d'inquiétude. Je le relâche, ça fonctionne. Hein. Mais en fait, quand on appuie sur ce bouton-là, le bouton stéréo, ça active le décodeur stéréo qui est censé se situer ici. Il y a 2 broches là. Ce modèle-là, il n'en a pas d'intégré. Donc ça pourrait s'ajouter, mais d'après ce que j'ai vu sur internet, ça tourne dans les, je sais plus, 80-100 € le module d'occasion. Donc je crois que je vais m'abstenir. Voilà, pour aller plus loin, maintenant ce qu'il faudrait, c'est mesurer les tensions, vérifier qu'on est bien dans les clous. Déjà en sortie d'alim, on est censé d'avoir en sortie de pompe diode redresseur sélénium 285 volts. Aux bandes du premier condensateur de 50 microfarad. Ensuite, il y a une bobine qui sert de filtrage. Il y a un deuxième condensateur de 50 microfarad. En fait, les deux sont intégrés dans un seul module, dans un seul condo. Ça devrait chuter à 275. Et après, il y a un départ d'alimentation, mais il y a d'autres tensions à sortir. Il y a du 245 et du 195. Voilà. Et ben, il va falloir mesurer tout ça maintenant. Donc là, j'alimente bien en 220 volts et non pas en 240. Et ce que je vais faire, je vais utiliser mon multimètre en mode voltmètre alternatif. Voilà. Déjà, on peut mesurer ce qui est censé être juste avant le pont sélénium. C'est pas écrit dessus le plan. Et ben on va voir. En tout cas, ça se retrouve là normalement. Et là, je mesure 235 volts à peu près. Voilà. Il y a une autre mesure qu'on peut faire éventuellement, c'est la tension au niveau des ampoules et des filaments. Alors, je peux très bien mesurer directement sur une ampoule. Ça va marcher aussi, puisque c'est la même chose qui alimente les ampoules et les tubes à vide. Là, je mesure 6 volts 25. Ça fait un peu faible. Après, je crois que si je me mets entre la masse et la sortie de fusible, ouais, là j'ai 6 volts 44. 6 volts 4 à peu près. Enfin bref, voilà, ça a l'air cohérent. Puisqu'on est censé avoir 6 volts 3, donc avec les atténuations dans le passage des câbles, tout est bon. Donc pour la partie alternative, ça va. La partie continue, ça va être une autre paire de manches. Il faut qu'on retourne le châssis, qu'on arrive à mesurer aux bornes du condensateur qui se retrouve en dessous, puisque là, on aurait pu mesurer en sortie de pont de sélénium, mais c'est tout gainé, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on va mesurer les tensions. Juste avant ça, on va vérifier le condensateur de la lime. L'alternative donc, passe par le pont sélénium. Il arrive sur un premier condensateur de 50 microfarad. Ensuite, il traverse une bobine de lissage. Puis arrive un deuxième condensateur de 50 microfarad, toujours. Donc là, la tension, elle a atténué. Elle était à 285 volts. Normalement, elle devrait passer à 275 volts après la bobine. Et puis après, on a une résistance de 2,2 kΩ, qui sera peut-être bien de contrôler d'ailleurs, pour ensuite aller vers un condensateur de 8 microfarad et faire descendre la tension à 245 volts. Après, une autre résistance de 47 kΩ, couplée à un condensateur de 2 microfarad, qui nous donnerait 195 volts. Alors on va vérifier tout ça. Tout d'abord, les 3 capas là, 50, 50 et 8 microfarad, elles sont toutes ici, dans ce gros condensateur. Déjà, il y a 3 broches. Là, ici, on a le fil de masse, enfin le moins du pont de diode qui est relié à la carlingue. Et puis sur ce condensateur-là, c'est marqué dessus 50 plus 50 microfarad sur les broches numéro 1 et 2 et 8 microfarad sur la broche numéro 3. Et c'est marqué négatif à la masse. Bref, je fais un petit essai pour contrôler quand même ce condensateur-là. Alors, je n'ai pas retrouvé mon ESR mètre, mais on va faire juste avec le multimètre déjà pour voir ce que ça donne. Je me prends une masse, je me mets en mode capacimètre, je me mets sur la première capa, celle qui arrive après le pont de sélénium,
pont de diode, elle m'indique 59 microfarads. On est censé trouver 50, bon, plus ou moins 10%, on est un peu au-dessus de la valeur, mais c'est pas dramatique. Je pense pas. Ensuite, deuxième condensateur de 50 micros, il m'annonce aussi 60 micros. Ok, et puis le troisième, là j'ai 6,8 microfarads. Alors pour celui-là, j'ai dû dessouder un des connecteurs, parce que sinon ça me faussait la mesure, je n'arrivais pas à la faire. Mais bon, a priori, on est bon. On devrait pouvoir mesurer tout ça. Je vais remettre le petit fil que j'avais dessoudé. Hop. On va ressouder ça, ça sera mieux quand même. Alors je précise que j'ai vérifié que le condensateur était déchargé avant de mettre les doigts dedans. Parce que même si ça fait un petit moment que je ne l'ai pas allumé, il peut y avoir des tensions qui restent. Donc il y a plusieurs options. Soit on décharge systématiquement le condensateur avec une résistance d'une dizaine, centaine d'ohms. Et puis on attend que ça descende. Soit tout simplement on peut aussi mesurer au voltmètre, voir si on a bien 0 volts ou à peine 10 volts, en tout cas une tension très très faible pour qu'on puisse se permettre d'y mettre les doigts. Parce que dans ce condensateur là, quand quand il est alimenté, et même peu de temps après avoir éteint ou débranché, on peut quand même avoir une centaine ou plusieurs centaines de volts là-dessus. Donc méfiance, ça serait des coups à y rester collé. Donc on va passer en mode voltmètre. J'allume mon petit disjoncteur. Hop. Tiens, je pourrais faire une mesure aussi. Je pense à ça. Le pont de sélénium, là, le pont de diode. Alors, si je prends la température ambiante de la pièce, là, enfin, ou du métal en tout cas, je suis à 20,5 degrés. Là, je mesure le pont sélénium. Ah, je suis à moins que ça, je suis à 20 degrés. Eh bien, tant mieux. On va vérifier dans quelques temps. On va juste vérifier si ça chauffe ou pas. 19,5, ben pour l'instant, ça a l'air d'aller. 19,7, voilà. Le condensateur, lui, il chauffe pas non plus. Écoutez, pour l'instant, tout va bien. Le transformateur, lui, pareil, 19,5. 19,5. Bon, on verra dans le temps si ça change, si ça s'élève trop en température, il faudra peut-être surveiller, faire quelque chose. Voilà, mais pour l'instant, pas d'affolage. Alors, on va mesurer les tensions. Donc, je me mets sur le négatif. Je mesure d'abord, attention à surtout pas faire de court-circuit entre les trois broches là, du condensateur. Pas faire de pont. Je prends la tension sortie de pont redresseur. J'ai 232 volts. Aïe, déjà, c'est pas bon. Je suis censé avoir 285. On en est loin. Ensuite, là où je suis censé avoir 275 volts, j'en ai que 224. C'est pas bon non plus. Et puis là où je devrais avoir 245, 196. Donc non, définitivement, sortie de pont de sélénium là, sortie de pont de diode, 230 volts, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Même si le pont sélénium il a tendance à bouffer pas mal, je pense qu'on va devoir le remplacer. D'ailleurs, si c'est parce qu'il fait des pertes, c'est peut-être parce qu'il chauffe. Ouais, non, il est rendu à 20 degrés et demi, à 22, 26. Ah ouais, selon là où je mesure, 24. Bon, définitivement, ça chauffe. Donc, il va falloir trouver une solution. On va commencer par remplacer ce pont de diode. Là, on va trouver une solution, changement de pont de diode. Donc, il faut que je trouve un pont de diode qui tienne la tension. Par contre, je ne vais pas prendre n'importe quel diode, parce que des ponts de diode, j'en ai. J'aurais très bien pu prendre celui-ci, par exemple, qui est un D5SBA20. Le problème, c'est qu'il a beau faire 5 ampères, la référence 20 à la fin, c'est pour 200 volts maxi. Donc là, ça veut dire que ça ne fonctionnerait pas. J'ai trouvé un pont de diode qui s'appelle, son petit nom, D3SB60. Voilà, ça veut dire qu'il tient 3 ampères sous 600 volts maxi, donc ça devrait suffire. Pour la résistance, j'ai vu d'autres exemples, j'avoue, sur internet qui l'ont déjà fait remplacer le pont de diode et du coup mettre une résistance en série, donc la valeur ça serait 100 ohms. Coup de bol, je viens de retrouver une vieille résistance 100 ohms Rivoldi, plus ou moins 3%, moi j'avais pas besoin d'autant de précision mais c'est pas grave. Pour la fixer, parce que je vais avoir du mal à la souder quelque part là,
J'ai pas envie de la laisser en l'air, je vais essayer de la plaquer contre le châssis. Comme je m'apprête à faire un serrage métallique sur la résistance, idéalement c'est peut-être pas l'idéal, il aurait fallu quelque chose pour découpler. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une bande de Kapton. Le Kapton, c'est du scotch, c'est un ruban adhésif qui tient à la haute température et qui est un isolant. Ça veut dire que non seulement ça va tenir la chaleur quand la résistance va chauffer, mais qu'en plus si jamais il y avait un souci que la résistance pète ou quoi que ce soit, on ne va pas se retrouver avec la tension de sortie de pont de diode directement sur le châssis. Voilà, ça va isoler. J'ai dévissé l'ancien pont sélénium qui était retenu par des vis. Voilà. J'ai récupéré les 2 vis. Il y en a une dont je me sers pour fixer le pont de diode. Voilà, elle est simplement vissée. Et puis l'autre, c'est même pas de vis en fait, donc j'ai pu réutiliser, pas réutiliser, j'ai pu utiliser dans ma petite boîte d'accessoires des vis. Alors pour l'instant, ça peut tourner, hein. Donc l'astuce, ça va être d'utiliser, comme ça a déjà été fait sur certaines vis du châssis, de mettre du vernis. Et comme ça sera du vernis bloquant, ça va immobiliser les pièces et ça va éviter le mouvement là-dedans. Et puis en plus, là, il y a une petite patte qu'il va falloir souder au pont de diode. Et justement, je vais peut-être mettre un fil rigide, ça empêchera que ça tourne. Sous le pont de diode, j'ai mis du Kapton. Voilà, je me dis, au cas où il y a un fil qui se touche, parce que là il y a quand même une certaine proximité entre le châssis et la haute tension, donc ça va isoler. Puis je vais peut-être en profiter même pour mettre de la gaine thermo, comme là c'était pas de la gaine thermo, c'était de la simple gaine qui avait été mise en sortie, mais voilà, comme il y a quelques millimètres entre le châssis et la sortie haute tension, si on a quasi 300 volts entre les deux, c'est mieux d'isoler un minimum. Alors ça y est, j'ai réussi à fixer tout ça, à souder et mettre de la gaine thermo. Et on va voir donc la tension continue qui sort du pont de diode. J'ai pas encore relié tout le reste de l'électronique, j'ai juste relié le négatif du pont de diode à la carlingue. Mais la sortie plus là, elle va d'abord en série avec la résistance. Et après la résistance, j'ai relié à rien pour l'instant. Donc là, si je me mets une pointe de touche, où je peux mettre là, sur la carlingue, sur la masse, et l'autre sur la sortie, j'ai 280 volts. C'est censé monter jusqu'à 285. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un peu moins, mais en tout cas, ça a l'air d'aller. Et puis en sortie de résistance, j'ai aussi mes 280 volts, donc elle est bien passante à couper, tout ça. J'ai dû changer un fil là, qui était trop court, c'est celui de sortie, qui était en sortie de pont sélénium, pont de diode, pour alimenter la première capa 50 microfarad. Donc je vais couper, j'ai coupé la vidéo, mais je vais dénuder, souder sur la sortie de résistance. Mais avant ça, évidemment, hop, je coupe le jus, je disjoncte. Et, remarque, oui, je peux vérifier que ma capa elle est bien déchargée, mais normalement c'était pas relié, donc c'est bon, il n'y a pas de jus, je peux mettre les mains dedans. Je précise juste que je ne débranche pas physiquement, mais là en fait sur mon variac j'ai aussi un interrupteur, disjoncteur bipolaire. C'est-à-dire qu'il me coupe à la fois la phase et le neutre, donc je suis vraiment voilà, c'est safe, j'ai vérifié quand même, mais je ne peux pas toucher le jus, je suis vraiment isolé, quoi. Ça m'évite de brancher et débrancher, comme ça j'ai juste un interrupteur à manipuler. Donc là je viens de ressouder le premier condensateur 50 micros à la sortie de la résistance. J'ai mis une petite gaine thermo. Alors là, comme j'ai remplacé le fil, j'ai utilisé du fil souple en silicone. L'avantage c'est que là j'avais un peu la flemme d'allumer le fer à air chaud, tout ça, machin. Donc pour rétracter de la gaine thermo, le briquet ça marche, hein, mais par contre ça abîme la gaine. L'avantage du fil souple silicone comme ça, c'est que ça ne crame pas, ça ne fond pas. Donc là j'ai juste pu mettre un petit coup de briquet 3 secondes, hop, ça se rétracte et le câblage n'est pas abîmé. Bon, et j'allume en espérant que ça ne me pète pas la gueule. Allez, c'est parti. Donc ça s'allume, il y a de la lumière. Il n'y a pas de bruit suspect. Je peux mesurer les tensions, donc là où on est censé avoir 285 volts, et on n'avait que 280 tout à l'heure,
nous avons toujours 280. C'est parfait. On peut mesurer l'atténuation qu'il y a, alors que je fasse pas de bêtises. Aux bornes de la résistance, on a perdu 10 volts. Ah ouais. Ça veut dire que là j'ai beaucoup plus alors. Ouais, en arrivée j'ai 290 en sortie de pont de diode. Et après la résistance, j'ai 280 volts, là où je suis censé avoir 285. Donc là où je suis censé avoir 275, j'ai 264. J'ai 10 volts de moins. Et là où je dois avoir 245, j'ai 230. Bref, il y a toujours un peu d'atténuation. Au niveau de la conso, ça donne quoi? Je suis à 67 watts. Donc ça n'a pas beaucoup changé par rapport à quand il y avait le pont de sélénium. Mais au moins, lui, je sais qu'il ne va pas se mettre à fumer, à dégager. Ça aurait été un peu dommage. Parce que quand ça fonctionne plus, en fait, ça crame et ça pue. Voilà. Bon, eh bien, une affaire qui roule. Il n'y a plus qu'à le remettre dans son châssis. Et puis, on va voir si ça fonctionne bien. Alors juste avant de tout remettre en boîte, je voulais juste vous montrer quelque chose là. Je vais faire un essai temporaire, il va pas falloir que ça dure, mais je remets ma tension secteur à fond. C'est-à-dire, chez moi j'ai 240 volts carrément. Pour vous dire que là, les tensions, ça risque de pas être bon. On va pas faire l'essai trop longtemps, mais là où je suis censé avoir 285, j'ai 288. Presque 290, ça fait un peu beaucoup. Et là où c'est le plus gênant, en fait, c'est... là, je vais mesurer aux bornes d'une ampoule qui est en parallèle avec les filaments de chauffage des tubes à vide. Et là, j'ai 6 volts 9. 6 volts 9, c'est quand même beaucoup trop parce que je suis censé avoir 6 volts 3. Bref, je coupe ça tout de suite. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas le faire fonctionner en 240 volts, mais bien en 220 pour éviter d'amimer prématurément les tubes. Ils risquent de surchauffer, de cramer avant l'heure tout simplement. Donc la solution, soit c'est d'utiliser un abaisseur 240 vers 220 volts comme je le fais. Par contre ça prend une place folle, ou ça existe peut-être en plus petit modèle, mais là c'est pas du tout adapté à ça, le variac que j'utilise. Je vais plutôt mettre une résistance en série avec l'autre transfo, comme j'ai cru voir que ça avait été fait sur une autre adaptation d'un bidouilleur. Parce qu'autant la partie haute tension, là, on a pu la protéger avec la résistance en série, qui évite d'avoir la tension, le courant en direct sur le condensateur et d'avoir un gros appel de courant au démarrage sur le transfo et sur le pont de diode. Là où le pont sélénium, en fait, lui, il est assez résistif finalement. C'est pour ça qu'il chauffe un peu. Donc ça permet un démarrage progressif. Et là, donc c'est cette résistance-là qui jouera le rôle un peu de démarrage progressif. Mais par contre, pour les tubes, la tension de filament, c'est un autre enroulement du transfo qui sort directement le 6 volts 3 et qui est dépendant de la tension d'alimentation secteur. Donc là, c'est carrément en arrivée en amont du transfo qu'il va falloir mettre cette résistance série, ou sinon il faudrait la mettre en sortie du 6 volts 3. Donc ça va être plus simple de prendre une plus grande valeur et de la mettre sur le secteur. Et en même temps, ça abaissera la tension trop importante au niveau de la haute tension également. Ça fera les deux en un. Alors ça y est, j'ai fait ma petite modification, ma petite bidouille. J'ai donc rajouté une résistance de 50 ohms en série. Alors pour la fixation, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. J'ai utilisé du fil rigide en cuivre de 5 carrés. Il y en a un support que j'ai soudé directement sur le support de fusible, qui est relié à la plaque de bakélite, là, ça a l'air d'être ça. Et puis l'autre côté, donc j'ai dessoudé le fil qui allait avant en sortie de fusible, qui arrive au transfo pour le mettre ici. Là, ce fil orange, là, en fait, il sert à rien, c'est juste pour que ça tienne, en fait. Voilà, alors là, vous devriez pouvoir voir les mesures en tension sur le voltmètre. Là, je suis en calibre, en alternatif. Il n'y a pas de calibre sur celui-ci, il détecte automatiquement. Donc là, si je mesure déjà combien j'ai au niveau tension secteur,
j'ai bien 239, ouais, pas loin de 240 volts. Ok, 239. Combien j'ai du coup en vrai en sortie après la résistance? Alors, j'ai une chance sur 2, si je suis bien sur le neutre. Je me retrouve plus qu'avec 223, 224 volts. Eh ben c'est bon ça, on n'est pas loin du 220. Donc ça veut dire qu'aux bornes de la résistance, il y a une tension qui est la chute de tension. Donc je fais chuter 15,6 volts. Voilà. Et d'après les petits calculs que j'avais fait, ça devrait faire dans les 5 watts maximum. Donc là, j'ai pris une résistance qui fait 10 watts, enfin qui peut encaisser jusqu'à 10 watts. Donc a priori, j'ai de la marge, d'autant que là, la plaque en carton, elle sera ici. Il ne faut pas que j'approche trop les doigts, il y a un peu du courant. Ça chauffe, mais modérément, ça devrait aller. Et au-dessus, c'est pareil. Après, la résistance en elle-même, oui, c'est possible qu'elle monte pas mal en température. Au maximum, on est ouais, une quarantaine de degrés. Ouais, la centaine, c'est pour les tubes. Bon, en tout cas, pour ce qui est de l'atténuation de tension, du coup, ça fonctionne. Et ça, normalement, devrait fonctionner si bien que même la tension de filament devrait être correcte. Donc, si je mesure sur les ampoules, donc qui sont en parallèle des filaments de chauffage, des tubes, eh bien, j'ai 6,4 volts. Donc pas loin de 6,3, donc c'est carrément mieux que tout à l'heure où on était quasiment proche des 7 volts, où là c'était franchement dangereux pour les tubes. Eh ben c'est pas mal. Ça, mission accomplie. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas encore montré ou présenté, c'est, je l'ai retrouvé, mon capteur un peu universel. Ça fait capacimètre, testeur de transistors, de résistance, de diode. Ça complète un peu, ça fait ce que ne fait pas un multimètre. Voilà. Ici, on a un condensateur, j'en ai pris un par exemple, de 1 microfarad qui est censé faire 350 volts. On va voir la différence entre le simple multimètre et ce testeur. Si je prends mon multimètre de base, là je teste la capacité, il m'annonce 1,2 microfarad. On pourrait se dire bah, c'est bon, ça va, c'est correct. Maintenant refaisons le test avec ce petit testeur qui s'appelle TC1. Alors les petits fils là qui sortent, c'est moi qui les ai ajoutés parce que de base on a un petit support ZIF, là, insertion nulle, pour mettre les composants directement dedans. Donc là, si j'appuie dessus, il y a un seul bouton, ça fait tout seul, ça marque testing. Voilà, il m'annonce 1,4 microfarad, enfin 1411 nanofarad, ESR 17 ohms, Veloce 12%. ESR, c'est la résistance équivalente série. Voilà, là c'est un petit peu élevé, mais bon, ça pourrait être franchement pire. Si on compare avec un condensateur neuf, alors celui-ci, il fait 450 volts. Hein. C'est vous dire un petit peu l'évolution, la miniaturisation. Il est 2 fois plus petit que celui-là qui doit dater du coup des années 60, sauf s'il a été changé entre temps et qu'il est plus récent. Donc, je refais le test. Là, je mets ma capa toute neuve dessus. Par contre là j'ai vraiment 1001 nanofarad, là c'est vraiment très précis et la résistance équivalente série ESR elle est à 11 ohms et Veloce 1,8% au lieu de 12 tout à l'heure. Donc là on va quand même changer cette capa. L'intérêt de changer toutes ces vieilles capas chimiques qui ont 50 ans, au bout d'un moment ça peut devenir tout sec et fuir et péter. Alors soit ça chauffe gentiment et puis ça se coupe et puis bah, ça ronfle et puis c'est tout, il se passe pas grand chose de plus, soit ça peut carrément péter violemment quoi, exploser, partir en fumée. Je suis bon pour le remplacer celui-là. Bon et ben voilà, ça y est, c'est rassemblé, c'est remonté. Bon je vais pas tout revisser non plus, j'ai juste pour l'instant remis dans le capot, faire enfin que ça soit présentable histoire de vous l'allumer devant vous. Donc là on a en ce moment 235 volts. Bon, ça fluctue un peu, hein, le secteur, c'est pas toujours stable. Mais donc en interne, du coup, ça a dû être bien abaissé. Pour l'instant, on a une conso 0 watts, 0 ampères. On allume. Il y a eu un petit pic à l'allumage de 0,5, 0,6 ampères, ce qui n'est pas énorme.
La console, là, on est pour l'instant à 38 watts. 60 watts. Comme le son commence à arriver. 66. C'est le temps que les filaments chauffent et que les tubes puissent fonctionner. Voilà, on a l'air de stabiliser autour de 67 watts. On pourrait y jeter un œil plus tard, voir si ça change ou pas. Alors, notre œil magique, il fonctionne bien, il est là. Bouton de volume, ok. Là, on est en FM, on va essayer de chercher une station. Et le vin a soufflé et mon histoire est terminée. Ah ouais. À bientôt, B. Le trait il est très fin, je baisse le volume, hein. Mais la qualité de réception elle est nettement meilleure que ce qu'il y avait au départ. Déjà il y avait des bruits parasites, il n'y avait pas autant de niveaux. Magnifique. Et puis c'est propre. Vous êtes tombé sur des trésors comme ça, alors là il faut dire ce qu'on vient d'entendre. Alors on a deux gros parleurs elliptiques et deux médiums aigus sur les côtés. Donc en fait on a vraiment de la... Non, il n'y a même pas de buzz, il n'y a pas de ronron, ça va. Ou à peine, pas trop en tout cas. Et voilà, on peut jouer avec l'équaliseur grave aigu, c'est impressionnant le niveau de basse que ça peut donner. J'arrive à mon atelier depuis 2017, à raison d'un carton tous les 3 mois environ. Waouh. Et toutes ces lettres, là, j'ai pu les mettre en scène, même si c'est pas vraiment ça. Je les laisse telles qu'elles sont, mais elles sont exposées au Musée des Archives nationales à Paris. Ça marche très très bien, ma foi. Et dans cette expo. Est-ce qu'on arrivera à avoir un peu de musique? On ne sait pas. Encore de la voix. Un petit solar. Ouais, d'accord. C'était la fin, dommage. Ça marche plutôt bien. Après, on est en intérieur, donc là, c'est juste l'antenne qui est intégrée. J'ai pas mis d'antenne externe. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de radio qui passent. Bon voilà, pour moi, mission réussie. Allez, on va quand même se faire un petit plaisir. Il y a une prise DIN à l'arrière, on peut brancher une autre source. Donc on peut mettre... on peut s'en servir de grosses enceintes amplifiées, par exemple. On va essayer ça. Donc là, on a une entrée... il y a deux entrées en fait. Une entrée pick-up, une entrée magnétophone, avec entrée et sortie. Donc c'est-à-dire que là, sur la sortie, on peut récupérer la sortie pick-up, mais surtout on peut récupérer la sortie radio. À l'époque, on pouvait donc enregistrer la radio en stéréo, pour peu qu'on ait le décodeur, là il n'y est pas. Et puis après, à la relecture, évidemment, lire le contenu. Donc là, j'ai branché un petit baladeur sur les entrées. Si je monte le volume, normalement, j'ai du son. Il y a bien du son. Et ça marche bien. Et il y a des brasses. Et il y a des aigus, c'est formidable. Par contre, je suis obligé... Là, j'ai appuyé sur le bouton stéréo, parce que sinon, ça ne fonctionne pas en stéréo. Là, j'ai bien un canal ou l'autre. Alors là, vous vous en rendez pas trop compte, mais moi, j'entends bien que la différence, que ça vient d'un des deux côtés, à chaque fois. Si j'enlève le bouton stéréo, là, ça sort des deux haut-parleurs, que ce soit sur une entrée ou sur l'autre. Et alors à mon avis, le souci qui devait se poser éventuellement à l'époque, qui pouvait être un petit peu pénible, c'est que donc on est obligé d'avoir stéréo d'enclencher pour avoir la stéréo. Ok. On appuie sur phono même si en fait on écoute le magnéto. Par contre, revenons à FM. Ah tiens bon déjà ça continue à défiler. Donc en fait la sortie elle est en permanence. Mais là la FM on l'a plus. On est obligé de relâcher le bouton stéréo pour que ça marche. Parce que quand stéréo est enfoncé, ça passe par le convertisseur mono stéréo qui est en option. Donc ça devait être un petit peu... c'est peut-être le petit truc qui devait être un peu pénible à l'époque. Si on n'avait pas le module stéréo, mais qu'on voulait écouter un vinyle ou une bande magnétique en stéréo, on devait systématiquement appuyer sur le bouton mono stéréo. Voilà, la consommation, elle est de 69 watts, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas pire. Il y a des TSF qui sont moins puissantes, moins imposantes, et pas en stéréo, et pas avec la FM qui font
qui font moins que ça. Donc voilà, si on passe en phono, on coupe la FM, on redescend à 65 watts. A priori, ça consomme un peu moins du coup. Et voilà, j'éteins. Fin de chantier. Juste pour vous montrer, alors la restauration elle est honnêtement pas terminée. Je me suis pas penché du tout sur la partie grandes ondes, ondes courtes. Tout simplement déjà parce qu'il n'y a plus beaucoup d'émetteurs et que j'avais pas le matériel pour pouvoir tester, etc. Et puis honnêtement j'en avais pas le courage parce que la FM c'est surtout ça qui m'intéressait. Et puis parce qu'on a changé quelques petites pièces quand même. Voilà. J'aurais pu en changer d'autres. J'ai essayé de changer un maximum de résistance carbone comme ça, enfin le charbon aggloméré, surtout celle de forte valeur. 1 mégaohm qui était complètement ouverte quasi à chaque fois. 2 mégaohms, pareil, c'était coupé. 100 kg qui commençait à mesurer 150, 160. Enfin, puis c'est des choses qui sont, c'était pas stable dans le temps de toute façon, donc il fallait les remplacer. J'ai remplacé les petits 22 nanofarad de liaison entre les tubes. Et puis ces 2 capas de filtrage condensateur électrolytique. Le gros, honnêtement, je l'ai gardé parce qu'une fois démonté à la mesure, il n'était pas si mauvais que ça. Il n'a pas bougé de valeur. J'ai hésité, je pouvais le remplacer par un autre, celui-là. Mais en fait, non. Parce que l'autre il faisait 50 plus 50 plus 8 microfarads. Il y avait 3 condensateurs dedans, il aurait fallu sinon que je mette 3 condensateurs différents. J'en avais pas en stock, j'avais pas spécialement envie d'investir trop dans cet objet, même s'il le mérite. Mais pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, la restauration est terminée, plus qu'à revisser. Et puis j'ai un petit coup de nettoyage quand même si honnêtement il est déjà en super bon état. Allez, bye bye, ciao. Alors, juste une petite astuce. Moi, j'aime bien griffonner un peu sur les schémas, pouvoir les lire assez facilement. J'aime pas trop faire ça sur l'ordinateur parce qu'on peut pas gribouiller dessus. Et sur les feuilles A4, on voit rien du tout. Donc là, en fait, le schéma, je l'ai imprimé sur 4 feuilles. Ah, une moto qui passe. Je l'ai imprimé sur 4 feuilles A4. J'ai fait un découpage. Voilà, avec un petit logiciel de visionnage d'images, on peut demander à imprimer un document A4 en plusieurs feuilles. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Après, coup de ciseaux, des petits coups de scotch, on assemble le tout et puis voilà. Ça vous donne l'échelle un petit peu. C'est quand même plus lisible comme ça.